Déclaration conjointe sur le pourparler de paix entre la RDC et le Rwanda, sous la médiation des États-Unis observée par le Qatar. Cette déclaration conjointe fut signée le 18 juin 2025 à Washington par la RDC et le Rwanda. On va chercher à comprendre quelle est la place, quelle est la place des autres initiatives de paix. Concurremment à celle-ci, que deviennent l'initiative de l'Union africaine, qui devient l'initiative de la SADC ou encore de l'État, l'EAC, pour ne pas parler de celle de la 5O SSC, chère à Martin Fayoulou, qui vient tout récemment de créer le camp de la patrie. Mesdames et messieurs, en liminaire, cette déclaration conjointe dit ceci. Voilà, il y a des engagements qui sont pris, le respect de l'intégrité territoriale, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques, la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination, la sécurité qui intègre le CONOPS, du 31 octobre 2024, la facilitation du retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays, l'accès humanitaire, un cadre d'intégration régionale. Voilà l'essentiel de cette déclaration conjointe entre les deux nations. Ce communiqué signale à la fin que nous attendons avec intérêt le prochain sommet des chefs d'État à Washington, afin de faire progresser davantage la paix, la stabilité et la prospérité économique dans la région des Grands Lacs. Donc, c'est probablement pour très bientôt que les chefs d'État vont devoir se retrouver à Washington. C'est un rendez-vous que nous attendons impatiemment. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. L'actualité nous renseigne également que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples se prononce sous sa compétence ce 26 juin 2025. C'est la greffe de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a adressé une correspondance à la République démocratique du Congo et au Rwanda pour leur annoncer la fixation le 26 juin prochain du prononcé sous sa compétence et sa recevabilité dans l'affaire qui oppose les deux pays. Kinshasa accuse Kigali d'agression, de pillage et de massacre sous son sol depuis 30 ans. L'affaire a été prise en délibéré en février dernier à Arusha, en Tanzanie. Dr Denis Mukwege reste pour sa part sceptique face à cette déclaration conjointe entre la RDC et le Rwanda. Voici ce qu'il déclare. La déclaration conjointe faisant suite aux pourparlers qui sont tenus cette semaine à Washington au niveau des équipes techniques qui est partie au conflit en présence de la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques est vague et se contente d'énumérer une série de dispositions sous le respect de l'intégrité territoriale et l'interdiction des hostilités, le désengagement, ainsi de suite, un cas d'intégration économique et régionale. Nous réitérons notre circonspection face à ces efforts de médiation qui éludent la reconnaissance de l'agression de la RDC par le Rwanda est un processus caractérisé par son caractère opaque et non inclusif qui laisse à penser qu'il est à l'avantage de l'agresseur non sanctionné qui verra ainsi ses crimes du passé et du présent blanchis en coopération économique. Messieurs, dames, nous avons deux invités sur ce plateau que je présente déjà. Monsieur Trésor Kalala, qui est cadre et porte-parole de l'AADC, un parti membre de l'Union sacrée de la nation. Bonjour, monsieur Trésor Kalala. Bonjour, monsieur Dan. Bonjour, mon débatteur. Bonjour aux téléspectateurs et beaucoup plus aux membres de mon parti politique, Alliance pour les actions de développement du Congo, initié par l'honorable Adel Kabena et dirigé au quotidien par la secrétaire générale, madame Isabelle Chiboabo. Ah, ce n'est plus Eloy Koupa. Non, Eloy, c'est depuis le début de l'année qu'il a décidé de quitter les partis. Et aujourd'hui, nous avons
une nouvelle secrétaire générale, au nom d'Isabelle Chiboaboa, qui gère le parti au quotidien. Et d'ailleurs, nous sommes en train de redynamiser le parti. Bientôt, vous serez fixé sur des activités que nous sommes en train déjà de préparer. Donc, il y a un nouveau leadership qui vient de s'installer au niveau du secrétariat général et qui est en train de très bien faire son travail d'ailleurs. Voilà, comme vous le savez, ça a toujours été un plaisir de nous retrouver à Congo Buzz et surtout sur ces grands plateaux, des grandes tribunes. Je crois que nous passerons des bons moments ici. Les téléspectateurs ne seront pas déçus par la qualité et les niveaux du débat que nous allons les offrir. Bon, je sais que comme d'habitude, il y a toujours un sujet où il faut d'abord passer la parole au co-débatteur. Il y a toujours eu un sujet volontaire. On entre ou non, on attend d'abord? Je voudrais d'abord saluer. Je vous donnerai la parole pour je vous en prie. Commenter le sujet du jour. Alors, je salue également votre voisin d'en face, monsieur Yves Badjoko, qui est, lui, cadre à l'ESID. Il est coordonnateur dans la jeunesse de l'ESID. Bonjour, monsieur Yves Badjoko. Bonjour Dan, merci pour l'invitation. Bonjour aux téléspectateurs et à mon co-débatteur. Je salue mes frères de Kishiché, de Kiwanja, de Lubero, de Masisi, de Walikale, de Goma, de Bukavu, du plateau de Bateke, parce que même là, ça commence à sentir le roussi. Partout, la République a démissionné, a abandonné nos frères à leur triste sort. Je leur rappelle que nous nous battons tous les jours pour eux. Nous ne les avons pas oubliés comme les journalistes l'ont fait, comme la majorité l'a fait. Nous, à l'ESID, à la Mouka, nous continuons de nous battre et avons une pensée tous les jours pour eux. Et le camp de la patrie aussi n'a oublié le... Non, le camp de la patrie, c'est un état d'esprit. Le camp de la patrie, comme vous l'avez faussement indiqué, il n'y a pas de création particulière. Le camp de la patrie repose sur l'article 63 qui appelle tous les Congolais à défendre l'intégrité territoriale partout où ils sont, avec tous les moyens qu'ils ont, ici à l'intérieur du pays comme à l'étranger. Voilà, c'est ça le camp de la patrie. Tout ce qui se reconnaît congolais, tout ce qui se reconnaît dans les valeurs congolaises que nous partageons, alors fait partie du camp de la patrie contre l'impérialisme, contre l'agression rwandaise, contre l'agression rwandaise de tout autre, ougandaise et tout ce qui adviendrait, eh bien, il fait partie du camp de la patrie. L'union de camp de la patrie sacrée de la nation, voilà donc comment on l'appelle actuellement, cette nouvelle coalition qui semble se profiler à l'horizon. Il n'y a aucune coalition, vous pouvez rester tranquille. Nous, nous défendons la République, nous sommes toujours battus pour la République et nous continuons à nous battre pour la République. Partout où nous sommes, nous sommes dans la résistance et nous continuons à nous battre pour la République. Vous êtes dans la résistance, mais vous allez rencontrer celui dont vous reniez l'élection. Oui, ça c'est simplement, c'est tout à l'honneur de Martin Fayulu qui prouve encore une fois de plus que c'est un homme d'État et nous avec, parce que nous dépassons nos considérations personnelles, nous dépassons nos ambitions personnelles pour mettre l'intérêt de la République. Donc, le chef de l'État élu rencontrer le chef de l'État. Prenez ça comme vous les voulez, mais c'est que nous disons, c'est que l'affaire du camp de la patrie concerne tous les citoyens congolais. Parce qu'on peut se parer de nos artifices, on peut se parer de nos fonctions et de nos titres. Si la RDC disparaît et balkanisée, eh ben, ça ne vaudra plus rien. Donc nous nous adressons à tous les citoyens congolais, épris de paix, de justice, d'amour pour cette République. M. Tshisekedi a montré l'indication d'être dans cet état d'esprit. Eh ben, nous prenons avec, nous avons appelé Joseph Kabila à quitter Goma pour rejoindre ce camp de la patrie, pour défendre la République, parce que là où il se trouve à cet instant, ça ne présage pas une défense des intérêts de la République. Donc voilà, nous avons appelé Nanga à faire de même. Nous vous appelons, vous les journalistes, nous appelons Trésor Kalala, son parti politique, à être dans cet état d'esprit du camp de la patrie. Le camp de la patrie sacrée. Alors, merci beaucoup, M. Trésor Kalala. Je vous passe la parole pour justement entamer le sujet du jour. Nous sommes en train de parler de cette déclaration conjointe sous les pourparlers de paix entre la RDC et le Rwanda. Quelle est votre réaction après avoir lu cette déclaration partagée déjà sur le site département d'État des États-Unis? Merci beaucoup. Mais, M. Dan, on dirait que la procédure de cette émission a changé. Parce qu'après les salutations, ça a toujours été des sujets d'abord volontaires, avant de toucher les vifs de vos thématiques. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a une exception. Donc,
Cette règle, aujourd'hui, elle déroge comment? En principe, celle-là, c'est pas permis dans le conducteur de l'émission. J'aimerais, quand je salue l'invité, lui profite, dans la salutation, là, il lance sa... comme on dit, hein, son... Alors, avant de répondre à votre question, laissez-moi 2 minutes dans mon temps. Je vais éclairer sur une polémique inutile que nous sommes en train de vivre sur la toile et même dans l'opinion publique. C'est par rapport à ce qui se passe à l'Assemblée nationale, notamment pour les cas de Constant Moutamba et les cas de Nicolas Kazadi. Nicolas. Je sens un débat sur la toile, soi-disant, il y a eu 2 poids 2 mesures. Les deux ont été présentés à l'Assemblée nationale, mais Moutamba a été livré et Nicolas, il a été, je dirais, sauvé. Ce n'est pas ça. Là, c'est comme qui dirait comparer 2 objets de nature différente. Ça serait comparer un coq à un palmier. Le cas de Kazadi est totalement différent de celui de Moutamba. S'il faut parler de Nicolas Kazadi, par exemple, ici, il faut noter que nous avons affaire au ministre le ministre des Finances, les plus, je dirais, compétents depuis que c'est Congo et Congo. Ah bon? Le ministre des Finances les plus productifs. Ah bon? Effectivement, et je vais le démontrer. C'est très facile. Depuis 1960? Depuis 1960 jusqu'aujourd'hui. Il est le ministre des Finances les plus productifs que ce pays n'a jamais connu, et je le démontre. Vous vous souviendrez que lorsque Nicolas Kazadi est nommé ministre des Finances, notre budget était à 4 milliards. OK? Nicolas Kazadi, par ses réformes, par son lobbying, par sa façon, son savoir-faire, nous sommes passés de 4 milliards, s'il vous plaît, à 16 milliards de dollars. C'est jamais arrivé dans ces pays. Et cet argent-là a permis à ce qu'on paye le dette de l'État. C'est grâce à Nicolas Kazadi. Effectivement, cet argent a permis à ce qu'on finance la gratuité de l'enseignement, que l'on finance le projet des 145 territoires, que l'on finance la santé universelle, la gratuité des maternités. Ça a permis à ce que l'on puisse financer des routes comme des routes reliant Bukavu à Mbujimaï, déjà financées. Sans oublier les forages aussi. Les routes, je vais en arriver. Cet argent a permis à ce qu'on finance les routes Bukavu-Mwanda. Vous comprenez? Ça a permis à ce que l'on puisse payer les retraités. Parce qu'avant, il faut noter que les retraités, on leur donnait moins de 10 dollars. 24 000 francs ou 22 000 francs, quelque chose comme ça. Mais avec Nicolas Kazadi, il est allé jusqu'à 200 dollars, plus de 200 dollars. Ce n'est pas beaucoup, mais évalué avant lui et après lui. Alors moi, je me pose la question. Tous ces gens-là qui sont en train de tirer sur Nicolas Kazadi tous les jours, qu'est-ce qu'eux proposent? Parce qu'aujourd'hui que Nicolas n'est pas là, ok, nous voyons la gratuité de l'enseignement commence à boiter. Ah bon? Ouais, ça commence à boiter. Nous voyons la gratuité de maternité, santé universelle. Nous sommes en train de nous avancer vers la rupture des financements. Mais le budget reste le même, le budget a été voté. C'est comme ça que j'ai dit. L'absence des Kazadi aujourd'hui, ça commence à se démontrer. Donc moi je dis, vous critiquez, oui, vous êtes économiste, vous êtes financier. Qu'est-ce que vous proposez à la place pour que nous puissions aller? Aujourd'hui, nous sommes crédibles devant les institutions de Bretton Woods, Banque mondiale, FMI. On s'y engagé beaucoup de Ils financent des projets. Donc, Nicolas Kazadi a fait le matelas. Tous ceux-là qui viendront vont bâtir sous la fondation de Nicolas Kazadi. Mais nous constatons qu'il n'est pas là, la courbe est descendante. C'est le meilleur élève de tu sais qui dit. Alors, voilà. C'était le meilleur élève alors. Le meilleur élève. Alors moi je me dis, il faut remettre le bonne personne aux bons endroits. On le remette au ministère. Effectivement. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui sont en train de prouver leurs limites. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chantiers qui sont en train de s'arrêter? Beaucoup de projets ne sont plus financés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'innovation. Il n'y a plus d'innovation. On l'appelait aussi messieurs rétrocommission à un moment donné. Non mais écoutez, ça ce sont des histoires que les gens disent et ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Vous avez parlé de lampadaire, c'est pas forage. On va y revenir. En fait, c'est une bêtise. Nicolas Kazadi, il donne l'argent. Si vous n'avez pas exécuté le projet, est-ce que c'est à lui qu'on doit demander les comptes? Lui, il libère Dan
allez construire le forage et mettez-nous la lumière. Vous ne faites pas votre travail. Quel est le problème de Nicolas Kazadi là-dedans? Quel est son problème là-dedans? En fait, c'est la bêtise humaine de réfléchir que Nicolas Kazadi a pris l'argent de lampadaire. Pendant que Mike Asenga est là, Rubota est là, les bacheliers et les autres, ils sont là, ils ont reçu l'argent pour travailler, ils n'ont pas travaillé. Quel est le problème de Kazadi là? Donc ici qu'on arrête de diaboliser un citoyen qui est là. Respecté, respectable. Effectivement, qui est là pour développer les pays. Combattre Kazadi, c'est combattre les réformes, c'est combattre même l'avancement de ces pays. C'est combattre même l'avenir. Donc ici, halte à l'Intox. D'accord. Halte à tous ces détracteurs. Nicolas Kazadi, c'est un bon élève. Alors, on a compris. Je vais vous repasser la parole pour que vous puissiez entamer le sujet du jour. D'accord. Je donne la parole à votre co-débatteur d'en face. Il va donc entamer et puis vous allez répliquer. On va faire ça comme ça pour une question d'équilibre. Alors, Monsieur Badjoko, je vous passe la parole. Quelle est votre réaction depuis que vous avez lu cette déclaration conjointe sous le processus de paix entre les deux pays? Bon, avant, je veux rappeler d'abord que nous sommes en face d'un régime de voleurs. Kazadi, Mutamba, Panda et tous les restes, c'est un régime de voleurs. Ce ne sont pas mes propos, c'est leurs propos à eux-mêmes et qui se définissent comme ça. Et régime des voleurs? Ce n'est pas mon propos, c'est leur propos. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Kazadi a dit que quand l'argent vient, ils se partagent tous, ils se donnent des primes. Et Panda a dit que tous autour de Tshisekedi étaient des voleurs. Donc ça ne change rien. C'est leur qualificatif, c'est leur vie, parce que sinon, lorsqu'on avait un budget de 4 milliards et aujourd'hui un budget de 18 milliards, la situation est pire que dans le temps. Alors il faut dire qu'on est complètement à la rue. Et c'est encore pire si vous avez votre meilleur élève que vous le renvoyez derrière la classe alors que c'est lui le meilleur. C'est un régime compliqué, tout ça. Ah bon? Je préfère rester sur la thématique parce que je pense que ça, c'est plus important. Ça s'appelle du camp de la patrie, justement. Allez-y. Oui, parce qu'effectivement, ça fait allusion au camp de la patrie, au camp que j'appelle tous les uns et les autres à rejoindre sans vouloir s'arrêter sur la question de la paternité du camp de la patrie. C'est pas ça qui nous intéresse, sans mettre en avant le partage du pouvoir. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est sauver la République du danger. Et voilà. Cette idée va sauver la République comment? Bon, allons droit au but. Parlons du sujet. Oui, mais effectivement, c'est ce que nous faisons pour sauver la République. Je vais développer comment décider, comment la MOCA s'attelle à sauver cette République qui est en danger. Vous vous souviendrez qu'il y a eu une déclaration de principe qui a été signée entre nos deux États par l'intermédiaire de Washington, qui disait qu'il fallait effectivement co-gérer les questions des ressources naturelles ainsi que des espaces naturels tels que les parcs et tout. Nous nous sommes montés au créneau, nous avons initié avec les autres, notamment Kabila, Katumbi et Sesanga, une correspondance pour dire que nous n'étions pas d'accord avec ce que prévoyait la déclaration des principes. Et on voit que nous avons été quand même entendus parce que certains éléments ont été élagués, mais d'autres sont tout de même restés dans l'accord, du moins le draft qui est présenté pour le moment. Nous voulons dire que nous saluons toutes les initiatives qui concourent ou qui permettent à recouvrer la paix dans notre République. Nous saluons Doha, nous saluons Washington, nous saluons l'Union africaine et nous saluons particulièrement le processus de Kinshasa piloté par les évêques. Notre volonté est que tous les autres processus viennent en renfort du processus de Kinshasa qui est piloté par les évêques, parce qu'il est fondamental de d'abord trouver des solutions aux problèmes, aux questions internes, avant de s'orienter vers les questions internationales, vers les questions inter-États. Le projet qui a été produit par Washington est un bon projet, mais sauf que toutes les méandres n'ont pas été révélés. Je vais parler d'abord de ce qui a été révélé, c'est que on va nous imposer encore le mixage et le brassage des militaires, notamment des rebelles et de l'armée régulière. C'est que notamment Kalala et M. Tshisekedi, c'est pourquoi ils s'y opposaient farouchement. On va nous imposer bien sûr à travers cet accord. Mais c'est dit, d'après des indiscrétions, parce que nous n'avons pas encore lu ce draft d'accord, les indiscrétions indiquent très clairement. Tina Salama a réagi par rapport à cette question. Elle a dit ici, parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont fugé dans ce sens-là, pour lui dire, est-ce qu'on ne va pas revenir à la case départ où on va mixer, brasser, parce qu'il y a un des articles ou une disposition qui dit il y aura intégration
laissez-moi lire ça facilement. Voilà, il y aura désarmement et intégration conditionnelle des groupes armés en non étatique. Intégration conditionnelle. Oui. C'est la même chose que... Quelles sont ces conditions? Vous les connaissez? Mixage, brassage. Mais quels sont les... Mais c'est ça le mixage. Lorsqu'on prend des groupes rebelles, lorsqu'on prend des groupes rebelles spécifiquement et on les intègre dans l'armée, c'est ça le mixage en réalité. Les termes sont peut-être différents, mais la réalité... Non, ici on ne parle pas de mixage. On parle de désarmement et d'intégration. Mais on parle d'intégration, mais c'est ça le mixage. Il faut intégrer qui? On ne va pas intégrer l'armée dans les groupes rebelles, on va intégrer les groupes rebelles dans l'armée. Mais la question fondamentale, c'est à quelles conditions? Parce que là, l'accord ne dit pas. Est-ce que nous sommes prêts effectivement à avoir tous les mécanismes qui puissent encadrer cette intégration? Dit Tina Salama. Elle dit ceci: une intégration conditionnelle uniquement sur base du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, en parenthèse P, DDRCS, qui en réalité reflète notre position sur le respect du principe ou du processus de Nairobi. Voilà, c'est ce qu'elle répond par rapport à cette question. Et ça, c'est son opinion ou elle porte la parole? Parce elle est porte-parole. Elle est porte-parole, mais elle est porte-parole, elle fait cette déclaration sur base de quel élément est-ce qu'elle a. Même le PDRCS, c'est ça. Ça veut dire, normalement, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on se trouve dans cette situation, c'est que certains qui ne sont pas réintégrés dans l'armée doivent être réintégrés dans la vie civile. C'est ça le programme PDRCS. Voilà. Oui, ça veut dire qu'on va prendre une partie pour les mettre dans l'armée. Quand on dit sous condition, il faut qu'on sache quelles sont les conditions qui permettent effectivement d'intégrer ces différents. Quelles sont? Mais je suis d'accord. Mais quelles sont ces conditions qui vont permettre effectivement de puisse réintégrer? Il ne faut pas qu'on fasse la même chose avec les mêmes éléments, obtenir une paix des façades comme nous l'avons fait, comme nous l'avons reproché à Kabila dans le temps, pour se retrouver dans la même situation. Washington sans passer par Cinco, c'est aussi important, ou il faut nécessairement passer par ce que vous appelez processus de Kinshasa? C'est un chemin de non-retour. Il faut pas nécessairement, il faut impérativement passer par le processus de Kinshasa. C'est un processus d'abord piloté par le Congolais et qui permet de résoudre la donne interne. Parce que lorsque vous regardez l'esprit de tout ce qui se passe à Doha ou à Washington, c'est qu'on prend l'aspect militaire qui prime. Et c'est tout. Donc on prend les discussions entre groupes armés, entre ceux qui ont pris les armes, mais on oublie les autres dimensions de la crise, parce qu'aujourd'hui la crise est multiforme, et la crise elle est même sur le plan politique. Il y a une vraie crise sur le plan interne, sur le plan politique, qu'il faut résoudre, mais on ne voit pas ça. Il y a les questions de justice. Est-ce que vous avez vu dans cette draft, dans cette proposition, des questions de justice? Comment est-ce qu'on va résoudre effectivement ceux qui ont pris les armes? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Est-ce parce qu'il n'y a pas réparation sans justice, il faudrait que la justice puisse passer. Mais il y a d'autres éléments tout aussi important que l'on ne dit pas ou que l'on ne met pas en avant, c'est qu'il y a un volet, il y a le volet minier dans l'affaire où les minerais congolais qui seront exploités par les Américains vont passer. C'est un appendice. C'est pas parmi les points. C'est un appendice. Mais l'accord minerai contre sécurité est un appendice de cet accord. Parce que les États-Unis disent qu'on ne vient pas, c'est tant que vous n'avez pas fait stabiliser la région. Et dans l'appendice de l'accord minerai contre sécurité, il y a cette disposition où les minerais congolais iront être raffinés au Rwanda avant d'être exportés aux États-Unis et dans d'autres pays. Donc, ce sont ces éléments pour lesquels nous verrons bien, parce que ce n'est pas expressis verbis repris. Non, vous attendez à voir bien quand ça sera en application, ou vous attendez à voir bien quand? Parce que je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, malgré l'agression du Rwanda, le contrat de raffinage d'or signé entre la RDC et le Rwanda n'a jamais été révoqué. Suspendu, mais pas révoqué. Est-ce que vous trouvez normal qu'un pays qui nous agresse, qu'on ait des contrats en suspension? Pourquoi on ne les révoque pas? Pourquoi on ne les résilie pas? Parce qu'on va se réappliquer. Il n'y a pas de lien entre ces accords-là signés et ce processus de Washington. Bon, vous êtes journaliste. Quel est le lien? Quel est le lien? Vous êtes journaliste, vous faites votre travail, c'est vrai, moi je suis politique, et moi je sais lire un document de la sorte, je sais lire et je sais mettre en relation les différents processus qui sont engagés sur le plan international, tout comme sur le plan local. Moi je vous dis qu'il y a un lien étroit entre l'accord que nous signons avec le Rwanda ainsi que le bradage des ressources naturelles. Vous dites bradage, j'emprunte très bien vos mots. Bradage de la République démocratique. Ça, c'est vous qui l'avez dit. Non, moi, je n'ai pas dit bradage, vous avez utilisé le mot bradage. Votre famille politique. Et je suis d'accord avec vous. Lamouka a parlé de bradage.
Monsieur Trezoka, là, je vous passe également la parole. Quelle est votre réaction après la signature de cette déclaration conjointe sur le pourparlers de paix? Merci beaucoup pour le verbe, M. Dan. Comme vous le savez, je l'ai toujours dit, que la guerre est sur ses dimensions. La guerre est sur la dimension opérationnelle, sur les champs des batailles. La guerre aussi est sur sa dimension diplomatique, au niveau des relations internationales. Et ici, nous sommes effectivement de plein pied dedans, sur les champs de bataille, au niveau diplomatique. Cette guerre pouvait se finir par les armes ou par la diplomatie. Vous comprenez? Quand bien même, moi j'avais toujours souhaité que cette guerre prenne fin par un coup de force, par les armes. Mais là, nous voyons que la tendance nous amène à ce que cette guerre puisse prendre fin par des moyens diplomatiques, ça veut dire par un accord de paix. Alors, ici, il faut déjà noter cette avancée que nous sommes en train déjà de sortir du bout du tunnel. Nous sommes en train de voir déjà la lumière du bout du tunnel parce que petit à petit, nous sommes en train de toucher à la fin de cette guerre par des moyens diplomatiques. Et là, c'est vraiment quelque chose à encourager. Cet accord déjà peut nous aider à avoir fin à la guerre. Mais effectivement, nous sommes en train d'aller vers la fin. Parce que lorsque vous lisez déjà le draft qu'on nous a présenté, il y a déjà des clauses comme le désengagement, le respect de l'intégrité territoriale, la libération de troupes étrangères sur le sol congolais. Et je crois, ce qui fâche ici, c'est au niveau de là, on vous parle de l'intégration conditionnelle de groupes armés non étatiques. Mais là, j'aimerais que l'on comprenne et que l'on ne puisse pas induire l'opinion en erreur. Ah non, j'ai lu les tweets de Tina Salama, j'ai aussi interagi avec elle. Ce n'est pas ce que les gens pensent. Ce n'est pas le mixage, ce n'est pas le brassage? Non. Pas du tout. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que derrière, il y a déjà une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale qui interdit... La recommandation de l'Assemblée nationale. Voilà, qui interdit l'intégration des groupes armés dans l'armée loyaliste. Mais dans la société civile, on peut les désarmer, on les intègre. Écoutez maintenant ce qui va se passer. Ici, cet accord de Washington reprend les recommandations de Doha, reprend les recommandations de Nairobi. Parce que à Nairobi, c'est là qu'il avait été dit que tous les groupes armés qui opèrent en République démocratique du Congo devaient être regroupés, désarmés et orientés à d'autres tâches, mais pas dans l'armée. Donc Nanga sera désarmé. Qu'est-ce qui va se passer? C'est là que même on a dit que le M23 ne devait pas se considérer comme un groupe armé en fait spécial que les autres. Non. À l'est de la République, il y a le Mai Mai, il y a le M23, il y a le Codeco. Mais à Doha, c'était gouvernement, délégation du gouvernement, délégation de l'FCM 23. Effectivement. Ça, Doha. Mais vous allez comprendre que les résolutions de Doha sont déversées dans la résolution de Washington. Donc ici, il ne faut plus parler de Doha. On a scindé le trois. En fait, on a fusionné les trois processus de Nairobi, de Doha et de Washington. Vous comprenez? Donc, ici, la réintégration conditionnelle dont il est question ici, ça veut dire que ces gens-là seront cantonnés, ils seront désarmés et orientés à d'autres tâches. Ils n'intégreront plus l'armée. Et déjà, il y a... Pardon? Qu'en est-il des crimes qu'ils auraient commis? Non, mais là, c'est la justice. La justice va... Écoutez, il y a eu des tueries, il y a eu des massacres, il y a eu des viols. C'est documenté par plusieurs organisations de droits de l'homme. Par plusieurs organisations des Nations Unies. Ce sont des crimes d'abord imprescriptibles et qui entrent dans le cadre de la Charte des Nations Unies, notamment dans son chapitre 7. Donc ce sont des crimes qui ne resteront pas impunis. Et si nous allons plus loin, la punition de ces crimes ne dépend même plus de la République démocratique du Congo. Alors, il y a ceux qui prêchent également 5 ans, et c'est parce qu'ils disent que Washington ne va pas suffire. Au niveau diplomatique ou au niveau externe, c'est bon. Mais au niveau interne, il faut
obligatoirement ou impérativement qu'on aille à... Mais c'est là que réside la sorcellerie du politique congolais. Sorcellerie? Oui, une sorcellerie consciente. Comment ça? De politique congolais. La crise que nous avons au pays ici, c'est une crise sécuritaire. Nous n'avons pas de crise politique en RDC. Quand est-ce qu'on parle d'une crise politique dans un État? C'est lorsque les institutions ne sont plus dans leur légalité. C'est lorsque les institutions dans leur légalité sont en conflit. Mais ici, quelle est l'institution qui est en conflit avec l'autre institution? Quelle est l'institution qui est tombée dans l'illégalité? Ici, nous avons nos 4 institutions. Président de la République, Parlement, gouvernement, cours et tribunaux, qui sont en train de fonctionner dans leur légalité, donc, sans conflit. Il n'y a pas de crise politique au pays, mais seulement nous avons une opposition, ce qui est légal. Alors l'opposition ne doit pas faire croire ici que si elle n'est pas d'accord avec la gestion de Tshisekedi, cela apporte une crise politique. Ah non! Les institutions sont dans leur légalité, et elles sont en train de fonctionner normalement. On ne parle pas de la crise politique. C'est normal, l'opposition combat l'action gouvernementale pour accéder au pouvoir. Mais on ne doit pas amener ces revendications-là à une crise. Il n'y a pas de crise politique en République du Congo. Il y a une crise sécuritaire qui est en train d'être résolue, soit par des moyens militaires, soit par des moyens diplomatiques. Et là, sur les moyens diplomatiques, il y a des avancées pour mettre fin à cette crise sécuritaire. Alors, d'où vient faire ici la crise politique? J'ai suivi l'un de porte-parole de la Mouka sur l'une des radios. Monsieur Epengue. Il dit, cette résolution de Washington doit inclure, en fait, les problèmes internes. Non, donc on invite, vous plaignez contre l'ingérence, vous êtes le premier aussi à ouvrir la porte de l'ingérence. Le problème du Congo, c'est résolu par le Congolais et surtout pas dans le sens d'activer une crise politique. Il n'y a pas de crise politique autour du Congo. Tshisekedi est dans son mandat qui prend fin en 2028. Après 2028, si Tshisekedi demeure au pouvoir, nous plongerons cette fois-là dans une crise politique. Mais pour l'instant, il n'y a pas de crise politique au Congo. Nous avons des opposants qui font leurs revendications et ce n'est pas ça qui peut nous amener à aller croire que nous sommes dans une crise politique. Que se passera-t-il si ceux qui se considèrent comme étant opposants armés ne libèrent pas les territoires Non, mais là, c'est là que nous sommes au niveau international. Et d'ailleurs, lorsque même on parle d'opposants armés, nous connaissons que c'est Kigali. C'est Kagame qui utilise les marionnettes, les Congolais de mauvaise qualité, les actifs. En fait, c'est une agression, mais on veut couvrir ça sous un alibi de la rébellion. Donc, une fois que Washington, c'est bon, tous ces gens-là seront libérés parce que ce sont des marionnettes de Kagame. J'ai fini définitivement par ce qui a été dit ici par rapport aux mines. Bradage. Ils disent que non, il n'y a pas de bradage. Ils disent qu'ils sont inquiets par rapport aux minerais, que nous devons co-gérer. Il y a eu une évolution et tout. Mais ici, il faut noter, j'ai fini par là 30 secondes, pardon. Sinon, mon argumentaire sera incomplet. Le Rwanda restera voisin du Congo. Un pays frère. J'ai dit le Rwanda ne se déplacera pas. Un pays voisin. Le Congo ne se déplacera pas. Nous resterons voisins à l'éternité. Ici, lorsque le président Tshisekedi prend le pouvoir, il y avait déjà un accord commercial entre le Rwanda et la République du Congo, notamment pour raffiner l'or d'un territoire là, je ne sais pas, il faut que je me rafraîchisse la mémoire. Au moins, l'or de ces coins-là devait être raffiné au Rwanda au nom de la paix. Vous comprenez? Mais par le comportement de Kagame, nous avions eu à suspendre. Non, il y a eu des accords qui ont été signés par le président lui-même avec le chef de l'État rwandais. C'est ce que je dis. Notamment, sur l'or, il y a eu Rwandais, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Et tous ces accords avec le Rwanda ont été suspendus par rapport au comportement de Kagame. Alors, aujourd'hui, quand on vous dit il y aura cogestion, non. Il n'y aura pas cogestion. En fait, cet accord-là... Ça ne sera pas raffiné au Rwanda comme ça. En fait, avec l'accord de paix, parce que tu sais, dans un accord, dans un dialogue, il y a des concessions. D'accord. Au nom de la paix, on va réouvrir cette brèche-là de raffiner l'or. Ce n'est pas tout l'or de la République du Congo. Ce n'est pas tous les minéraux comme on veut le faire. Tous les minéraux de la République du Congo seront raffinés au Rwanda. Non.
c'est l'or de ces secteurs-là qui sera raffiné au Rwanda. Mais nous avons beaucoup de minéraux, nous avons le coltan, le cassiterite, le cuivre, le cobalt, les zinc, le manganèse. Un pays qui nous a volé, qui nous a tués, qui a violé nos C'est comme ça que j'ai dit, la paix... nos ressources. Non, la paix, écoutez, la paix a un prix. Dans un dialogue, il y a des concessions. Ici, nous avons besoin que les gens ne meurent plus. C'est comme ça que dans ces concessions-là, nous allons ouvrir cette brèche-là qui était déjà de la bonne volonté du chef de l'État. Ce ne sont pas les Américains qui sont venus avec. Le chef de l'État, bon, tu veux quoi? Ok, on va creuser l'or chez nous, on va raffiner chez toi. L'or de ces secteurs-là, pas tout l'or du Congo. Alors c'est ce qu'on va réouvrir pour que le Rwanda trouve aussi un peu des souffles qui ne viennent plus tuer un peu le du Congo. Donc un accord de paix, il y a des concessions. Eux, ils vont libérer. Nous avons concédé cette petite portion-là. Et voilà, les choses vont aller à bon train. Il ne faudrait pas faire croire que tout l'or ou tous les minéraux du Congo seront raffinés au Rwanda. Donc, merci beaucoup. Il faut bien informer l'opinion sans détourner son attention sur les vrais objectifs. Monsieur Trésor Kalala de l'AADC, de Madame Kabena, qui nous saluons là où elle nous suit. Nous saluons également le président de l'ESID, Monsieur Martin Fayoulou, et tout le camp de la patrie. Alors, Monsieur Yves Bachoko, je vous passe la parole. Sur la première question sera principalement sur cette affaire de Cinco et CC. Il n'y a pas de crise politique, a dit votre co-débatteur. Il n'y a pas de crise politique, c'est une crise sécuritaire, c'est une agression. Quelle est la place de cette initiative de la Cinco pendant que c'est les armes qui sont en train de siffler dans l'Est? Nous sommes agressés, c'est établi par les Nations Unies à travers plusieurs rapports. Deuxièmement, est-il possible que l'AFC M23 se retire sous pression américaine? Est-ce possible ou impossible? Merci, merci. Bon, je veux dire simplement à mon ami Kalala qu'il n'a pas la verve de Lambert Mende qui disait en 100 ans il n'y avait pas de crise politique. Mende disait ça avant lui, sous l'époque, sous le régime de Kabila. Où est-ce que nous sommes arrivés? À quoi nous sommes arrivés? Ça nous a amené à l'accord de la Saint-Sylvestre. Donc, dans tous les cas... Ce n'est pas vous comparez deux choses... Des natures différentes, franchement. Là, c'est la politique, parce que le président était en fin mandat, il fallait qu'il parte. Et là, nous sommes en pleine crise sécuritaire. Ça revient pas au même. Merci. Je vous ai rappelé tout à l'heure que nous sommes sur une crise multiforme. Nous ne sommes pas que sur une crise sécuritaire. En 2019, avec la proposition de sortie des crises, nous avons dit que si les Congolais ne se mettaient pas autour d'une table, nous allons vivre une crise sécuritaire, une crise humanitaire, une crise politique. Donc et une crise électorale. Non, nous sommes des politiques. Notre leader, on l'appelle Aigle, c'est parce qu'il a la faculté d'analyse, de regarder à l'avant, de contempler la marche, d'aujourd'hui, de contempler la marche d'aujourd'hui et de regarder en avant pour dire que nous sommes dans la mauvaise direction. Et aujourd'hui, l'avenir nous donne raison. Nous étions dans la mauvaise direction et nous continuons à y être, si tenté qu'on va toujours écouter les propos des Kalala qui disent qu'il n'y a pas de crise politique, qu'il n'y a qu'une crise sécuritaire. C'est aberrant. Non, mais il faut démontrer cette crise politique. Parce qu'à Kinshasa, il y a 7 millions de Congolais qui sont en déplacement interne. Donc déjà, au-delà de la crise sécuritaire, il y a une... Non, c'est une crise humanitaire. Ça n'a rien à voir avec la crise sécuritaire. Au-delà, mais c'est pour vous prouver qu'effectivement, la crise n'est pas que sécuritaire. La crise, elle est humanitaire, elle est politique, elle est économique. Politiquement parlant, aujourd'hui, sur la politique. Qu'est-ce qui fait crise? Mais j'en arrive. Qu'est-ce qui fait crise politique? Je vais m'arrêter sur la question de la crise politique, ne vous inquiétez pas. Je vais peindre simplement le tableau que nous sommes sur une crise aujourd'hui multiforme. C'est vrai que cet accord ou ces différents accords, ces différentes initiatives peuvent effectivement nous permettre de nous sortir du bourbier dans lequel nous sommes. Mais on va sortir à quel prix? À quel prix est-ce qu'on va sortir de cette crise? Est-ce que Kalala sait combien est-ce que nous mettons sur la table dans les cadres des investissements ou alors dans les cadres de mines que nous donnons, de minerais que nous donnons aux États-Unis? Est-ce que vous connaissez la valeur, très cher Kalala? Je suis certain qu'il ne connaît pas la valeur. La valeur, c'est de 3 000 milliards de dollars.
Nous sommes en train de nous engager sur 3 000. Je rappelle que le potentiel global de la RDC, c'est 22 000 milliards de dollars. Et nous sommes en train de nous engager sur potentiellement livrer 3 000 milliards de dollars pour permettre des résultats à 40 000 milliards de dollars. Donc, il faut être prudent parce que c'est ça. Lorsqu'on analyse les choses sans tenir compte de tous les aspects, sans aller en profondeur, on reste sur le superficiel et on crie « Ah ouais, ouais, ouais ». Alors que dans le passé, on a fait ça et ça ne nous a pas sorti de nos problèmes. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire encore? Kalal a dit que voilà, toutes les initiatives ont été réunies dans la déclaration de Washington. C'est faux. Il y a fusion, il y a Washington, il y a Doha. À Washington, c'est le conflit qui concerne 2 États, la RDC et le Rwanda. À Doha, c'est un conflit qui concerne la République et les groupes armés. Il a dit c'est fusionné parce qu'on parle des... Mais c'est fusionné quel jour? Groupes armés, intégration... Mais quel jour ça a été fusionné? Mais il y a un processus. Ça n'a jamais été fusionné pour le moment. Et je vous rappelle que le processus de Doha a connu un moment d'arrêt. Vous savez pourquoi ça a connu un moment d'arrêt? Parce que les exigences, effectivement, des rebelles de Nanga ne voulaient pas être admises par la République. Il y avait notamment cette question de l'intégration des groupes armés dans ces questions de mixage, brassage. Ils ont dit, eux, ils ont réclamé qu'il faudrait lever ça de la part du Parlement. En outre, ils ont demandé à ce que les condamnations infligées contre Nanga et tout le reste soient levées et un certain nombre de conditions. Ils ont posé des conditions pour les pourparlers de Doha qui ont connu un moment de break. Et je vous signale qu'aujourd'hui, les pourparlers de Doha sont en train de répondre. Donc on peut conclure que la République démocratique du Congo a accédé aux revendications du M23 dans ces conditions. Mais lui-même, il dit qu'il ne faut pas que le M23 se considère comme étant un groupe particulier. Mais qui a emmené le M23 à Doha face à la République? C'est eux-mêmes, l'Union sacrée. Donc déjà de ce fait, ils ont mis le groupe rebelle M23 sur un piédestal. Et ils ont oublié tous les autres groupes armés tels que... Nous ne sommes pas avec l'Union sacrée. Dans les camps de la patrie. Vous voulez défendre la patrie. Nous ne sommes pas avec l'Union sacrée, nous sommes avec tout celui qui se reconnaît cette volonté de vouloir se battre face aux agressions et tout ce qui va ailleurs. J'entends mon ami Kalala se réjouir et dit voilà, les armées étrangères doivent partir. Effectivement, les armées étrangères peuvent partir. Mais je vous rappelle que le M23 et l'AFC ont formé 7000 militaires. Tout ça, ça ne vous dit rien. Parce que demain, ils diront, bon, voilà, nous sommes retirés, mais il y a 7000 militaires qui vont continuer à se battre. Non, mais en plus de ceux qui avaient. En plus de ceux qui avaient derrière. Bon, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le M23 demain peut dire, moi, nous ne sommes pas concernés par ce qui est fait à Washington. D'ailleurs, ils ont déjà dit, Nanga l'a dit, ce qui est fait à Washington ne nous concerne pas. Voilà nous poursuivons autre chose. Les États-Unis ont la capacité d'imposer le respect de ses engagements. Est-ce que les États-Unis peuvent s'impliquer? Vous savez, il n'y a pas très longtemps, pour le retrait très longtemps, mon ami Kalala se battait contre les impérialistes. Et dans ces impérialistes, il mettait les États-Unis, il mettait la France, il mettait d'autres pays en disant que c'est eux qui nous agressent. La question est effectivement extrêmement complexe. Les États-Unis, par sa position dominante sur différentes questions, que ce soit sur les questions diplomatiques, que ce soit sur les questions militaires, que ce soit sur les questions économiques, peuvent effectivement emmener les M23 à quitter ces zones. Mais nous savons que les intérêts peuvent être très divergents. Nous savons que les jeux géopolitiques et la volonté de balkanisation de notre République peuvent prendre les pas sur certaines initiatives et que nous signons avec le Rwanda, mais demain, le problème reste entier avec le M23. Mon ami Kalala a dit que la dimension n'est pas politique. Nous sommes dans une République où moi, jusqu'à aujourd'hui, même si mon président est allé voir M. Tshisekedi, moi je ne reconnais pas M. Tshisekedi comme étant le président de cette République. Et je ne suis pas les seuls. Nous sommes nombreux à ne pas reconnaître. Vous contredisez. À quel moment je me contredis? C'est ça votre problème. C'est ça le problème avec la capacité d'analyse de nous. Nous ne nous contredisons pas. Nous disons ceci, qu'il est impératif d'éteindre nos divergences pour sauver la République. Mais nous avons nos divergences. Les divergences, elles existent. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, comme Martin Fayulu va chez Tshisekedi, que non, oublié 2018, que l'histoire, il est allé voir un compatriote qui a les leviers du pouvoir, qui les a acquis en violation des lois et des règlements du pays. Mais l'intérêt de la République est plus important que tout. Nous avons dit, nous taisons nos divergences et nous allons vers ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on oublie nos divergences. Il faut voir nos divergences. Où est Joseph Kabila aujourd'hui, un ancien président de la République? Où est Moïse Katumbi aujourd'hui? Où est Kabila vous rétorque en disant, il est congolais, la Constitution lui permet de s'installer partout sur le territoire. Alors comment réagit l'Union sacrée et la République? Comment réagit l'Union sacrée face à ça? C'est à eux de... Ah voilà, donc c'est pour vous dire qu'effectivement,
il y a de problèmes. On ne peut pas avoir tout un ancien président de la République qui va séjourner là où il y a les rebelles. C'est quand même contradictoire, c'est quand même problématique. On ne peut pas avoir des compatriotes qui ont occupé des fonctions dans cette République être en exil aujourd'hui, parce que Moïse Katumbi, Olivier Kamitatou, ils sont nombreux qui sont en exil. Donc la question, aujourd'hui la crise congolaise est multidimensionnelle. Il y a un aspect sécuritaire qui est en train d'être traité à Washington. Il y a un aspect avec la rébellion traité à Doha et l'aspect politique est fondamental de pouvoir être traité à Kinshasa avec l'initiative. Et d'ailleurs, lors de nos échanges par l'intermédiaire du président Fayoulou et Félix Tshisekedi s'est engagé à recevoir la Senko et le CC cette semaine. Eh bien, je vais renvoyer un message à M. Tshisekedi pour lui rappeler que d'aucuns disent que vous ne respectez pas vos engagements et votre parole. J'espère que vous allez leur faire mentir en recevant cette semaine, comme vous l'avez indiqué vous-même, la Senko et le CC pour désamorcer le processus de Kinshasa qui doit continuer. Qui doit continuer, le processus de Kinshasa qui doit continuer pendant que les évêques sont plus ou moins accusés de beaucoup de choses, notamment de tentatives d'assassinat du président de la République. Ouais, par la bouche d'un délinquant condamné pour subornation des témoins et qui a pris les armes qui a tué les Congolais dans notre République. Vous savez que dans l'Union sacrée... Attention pour imputation dommageable, ça risque de vous... la personne dont vous parlez a été condamnée pour subornation des témoins. Il n'y a aucune imputation dommageable. La personne dont vous parlez a mené une rébellion dans cette République. Il a tué des Congolais. Elle a tué des Congolais. Qu'est-ce que vous voulez? Donc sa voix est plus importante que la mienne parce que je n'ai jamais pris les armes face à la République. Vous n'avez plus la parole, M. Yves Badioko. On vous a compris. La parole est maintenant à votre voisin d'en face, M. Trésor Kalala. M. Trésor Kalala. Vous avez suivi M. Jean-Pierre Bemba dès qu'il y a ce complot, hein? Il y a un groupe de comploteurs contre la République, contre les institutions. Dans ce groupe, les évêques de la Senko sont également du nombre. C'est parmi les raisons qui empêchent d'avoir confiance en leur initiative parce qu'ils sont accusés de tentative de renversement des institutions. Et c'est parmi les raisons. Ouais, je crois que je vais en arriver. Je crois que M. Jean-Pierre Bemba n'a pas eu tort et je vais le démontrer. Mais laissez-moi revenir quand même par rapport à ce qu'Yves venait de dire. Vous savez, moi je suis venu faire un débat d'idées en fait, centré sur la thématique. Mais je constate que nous commençons à plonger dans la polémique. Comment ça? Mais il a pas inutile. Il est revenu quand même non, sur mais, les faits. Non, mais quand on retourne à ces vieux débats de 2018. Non, c'est pas que 2018. Non, hein. Ils disent. Il dit 2018, il y a eu... Hold-up électoral, écoutez, il y a eu simulacre d'élection. Pas de problème. Quand il dit, il ne reconnaît pas le président comme étant président de la République. Mais quel est l'effet du pouvoir? Il est déjà dans la contradiction avec son président. Il est dans la contradiction avec son président. Écoutez, lui, il s'est dit toujours qu'il est président élu. Ok. Mais quand le président non élu est arrivé là où ils étaient, mais pourquoi ils se sont tenus debout? Tout en tremblotant d'ailleurs. Ah bon? Le rendez-vous était prévu à 17 h. Mais ils sont allés se tenir à côté du Palais de la Nation déjà à 13 h. Ah bon? Dans un hôtel à côté là... Attendant, donc ils étaient impatients. La journée était longue pour eux. Oh là là. Et ici sur le plateau, on vient faire le malin. Non, on ne les reconnaît pas comme président de la République. Lui, il est frustré. Il est frustré parce qu'il n'était pas sur la liste des gens qui devaient être reçus là-bas. Oh là, mais je vous dis, les gens qui sont allés là-bas, ils devaient être là-bas. Tel qu'il est frustré. Je crois que c'est peut-être la colère du fait qu'il n'était pas dans les salons avec le président de la République, qu'aujourd'hui il dit qu'il ne les reconnaît pas. Mais pendant que Fayoulou, lui, qui est son président, qui l'a mandaté, reconnaît. Donc moi, je ne voulais pas faire un débat de polémique. L'intérêt personnel de Yves Badioko de se retrouver là-bas. Il sait qu'il était... Je ne vois pas l'intérêt personnel. Mais je vous dis, il est en face de vous, il prendra la parole. Il était frustré. Il devait être sur cette liste-là. Il y a des gens qui sont là, qui ne devaient pas être là, dont lui pouvait être là. Oh là là. Mais malheureusement, il a été mis en arrière-plan. Et ici, il dit qu'il ne reconnaît pas Tshisekedi, pendant que son président reconnaît Tshisekedi. C'est ça le contraste. Parfois, je me dis l'opposition ne sait plus ce qu'elle veut. L'opposition ne veut plus ce qu'elle veut.
Je l'ai dit sur un plateau de télévision avec lui. Il y a des opposants, tu lui poses la question, c'est quoi l'idéologie de ton parti politique? Il dit l'idéologie de mon parti politique, c'est de combattre Tshisekedi. Jusqu'à ce qu'il y ait démission. C'est ça l'idéologie. Donc il y a des opposants. En fait, on les met tous dans un même sac. Ils ne savent plus ce qu'ils cherchent maintenant. Ils confondent la crise politique, la crise humanitaire, la crise sécuritaire. Ils mettent tout dedans. Ils ne savent pas dans quel sens orienter l'action. Mais ils se perdent, ils sont dans tous les sens. Ils vous ont appelé dans ce camp de la patrie. Dan. Ils sont avec vous dans les camps de la patrie. Vous êtes en train de me perdre dans la logique de votre question. Ils ne sont pas initiateurs de cette histoire de camp de la patrie. Ils ne sont pas initiateurs. C'est Tshisekedi qui est l'initiateur. Ils ont mordu à l'hameçon. Effectivement. C'est Tshisekedi qui est l'initiateur. On a parlé de plus ou moins cette affaire de millions, tout ça. Quel million? Ça, on va y revenir. Millions de l'autre côté. De l'autre côté. Millions de quoi? Millions, tout ça. Je comprends pas. Je comprends pas. Faites-moi comprendre la question. Revenons à la question. Voilà. Donc, moi, je ne voulais pas polémiquer, mais malheureusement, on m'a amené dans un champ de polémique. Je n'étais pas venu pour ça. Ici, je constate la méconnaissance de l'histoire de son pays. Monsieur Yves. Il méconnaît l'histoire de son pays. Et ça m'étonne. Ce qu'il ignore, c'est une histoire récente. Il parle du dialogue de Saint-Sylvestre. C'est une histoire vécue. Pas vécu comme spectateur, mais comme acteur. Mais il ignore les circonstances qui nous ont amenés dans ce dialogue de la Saint-Sylvestre. Ce dialogue de la Saint-Sylvestre devait avoir lieu parce qu'à ce temps-là, effectivement, il y avait crise politique. Pourquoi il y avait crise politique? Parce que les institutions, et toutes les institutions étaient tombées dans leur illégalité. Bon. Toutes les institutions étaient devenues illégitimes. Écoutez, nous sommes allés à la Saint-Sylvestre. Kabila devait quitter le pouvoir en 2016, au plus tard le 30 décembre. Kabila n'a pas quitté le pouvoir. Il y a eu un premier dialogue de l'OIA qui n'était pas inclusif parce qu'Etienne Tshisekedi n'avait pas participé et un autre groupe d'opposants. Ce dialogue n'allait rien apporter. Le dialogue de Kodjo. Là, la Cinco est crédible. Hein, et c'est comme ça que nous sommes allés maintenant dans un autre processus de dialogue de la Saint-Sylvestre. Pour résoudre quoi? La crise politique existentielle. Les institutions étaient en train de tomber dans leur illégalité. Après 2016, Kabila ne devait plus être président de la République. Crise politique. Et là, il y avait la bonne raison qui est un dialogue. Et faire confiance à la Cinco aussi. Écoutez, laissez-moi. Pourquoi vous voulez me mettre le mot dans la bouche? Non, je suis en train de voler. Vous insistez trop et ça me perturbe. C'est pas bon. Je vais en arriver. Je vais en arriver. Alors, il y a eu ces dialogues-là. Parce qu'il y avait effectivement crise politique imminente et existentielle. Okay. Nous sommes allés au dialogue. On a résolu. On a trouvé un cadre, même s'il y avait des dupéries là-bas, au moins 2 ans de glissement. Pour couvrir cette crise politique. Mais l'état actuel, toutes les institutions, je l'ai dit, sont dans leur légalité. Vous lui avez posé la question de savoir, démontrez-nous la crise politique et à quel niveau. Il n'a pas su démontrer. Il a dit. Il est allé dans tous les sens. Il a dit. Il a dit quoi? Il a dit ceci. Parce qu'il y a des exilés. Est-ce normal qu'il y ait beaucoup d'exilés à l'étranger? Alors? Est-ce normal qu'il y ait un ancien chef d'État puisse se trouver dans une ville qui est occupée par les rebelles? Écoutez. Et même les résultats des élections, l'opposition ne reconnaît pas. Hein. Depuis 2023, on parle de simulacres d'élections. C'est aussi ça, c'est que dit la Constitution en préambule. Écoutez. Crise de légitimité. Bon, là, vous prenez maintenant mon temps. Alors. Non, allez-y. Non. La question a pris 1 minute déjà. Allez-y. J'ai dit ceci. On vous parle parce qu'il y a des exilés politiques, ça veut dire qu'il y a crise politique. D'abord, il n'y a aucun exilé dans le régime de Tshisekedi. Ah bon? Il n'existe aucun exilé politique dans le régime Tshisekedi. Moïse Katumbi est parti tout seul. Tout seul. Personne n'a amené Moïse en exil. Joseph Kabila, il était ici, il faisait ses navettes, Lubumbashi, Kachamata, Kingakati, il sillonnait ici. Et puis un bon jour, il s'est décidé de quitter le pays sans que même les services ne soient informés. Il est parti tout seul. Vous voulez parler encore de qui soit disant qu'il est en exil. Franck Diongo, il est parti tout seul. Donc tous ces gens-là, personne n'est exilé politique. Personne. Les gens sont partis d'eux-mêmes. Alors il faut pas venir ici avec un alibi pour justifier une crise imaginaire. Il n'y a pas de crise politique au pays.
faut pas comparer la situation. Et heureusement que tu l'as dit, qu'il a comparé les choses de nature différente. Les réalités de 2016, ce ne sont pas les réalités de 2025. Ah non, en tout cas, il n'y a pas de crise politique. Maintenant, je vais avancer. Il a dit quelque chose ici. J'aimerais y revenir. Il nie. Non, lui, il avait tous les temps, s'il vous plaît. Il avait tous les temps. Vous m'avez beaucoup interrompu que lui, s'il vous plaît. La fusion de processus. On parle de Doha, on parle de Washington, et celui de Nairobi. Déjà, quand on vous parle de cantonnement et tout et consort, ça entre dans les résolutions de Nairobi. Je voulais vous informer quelque chose ici. Par rapport au M23, non, ils ont été à Doha et tout et consort. Le M23 sont allés amener des revendications outre mesure, des revendications en non-sens. Genre, il faut qu'on administre cette zone-là durant 8 ans. On va libérer après 8 ans. Il y a eu plusieurs propositions. Et ils étaient rigides. Par conséquent, les médiateurs s'est fâché. Et les M23 ont été chassés des Doha. Ah bon? Les M23 ont été chassés des Doha. Et la semaine après, nous avons vu Bintou Keïta descendre à Goma pour aller avec un message clair. Ça paraît facile, hein, ça. Avec un message clair. Vous devez libérer le sol congolais. Les troupes rwandaises doivent libérer. C'est le message avec lequel Bintou Keïta était allé à Goma. Donc, ici, il faut que l'on sache que nous sommes en train d'aller vers la fin. Je finis par la 5, parce que c'était ça la question primordiale. 30 secondes. Monsieur Dan. Non, s'il vous plaît. Non, les téléspectateurs voient que je suis en train d'être misérable sur ces plateaux. Lui, il a parlé, vous ne l'avez pas interrompu. Vous avez pris une minute. Alors, donnez-moi 30 secondes. Je réponds quand même à la question, mais c'est la question. La 5, vous dites, est-ce qu'à l'époque, elle était crédible? Aujourd'hui, elle a cessé d'être crédible. Et puis, Bemba les accuse et consorts. J'ai dit oui. La 5 a cessé d'être crédible. Pourquoi? La 5 joue les jeux de l'agresseur. Ah bon? Lorsque vous entendez Kabila parler, vous entendez Nanga parler, vous entendez Kagame parler, et lorsque vous entendez la 5 parler, c'est un même discours. Non. Ils ont un même langage. Alors, une 5 qui se comporte déjà en opposant et en agresseur, comment voulez-vous que nous puissions leur faire confiance? Donc, ici, la 5 est aussi partie prenante. Ah. Oui. La 5 Kagame et Kabila, même discours. Il faut les mettre dans un même camp. 5 Kabila, Nanga, Kagame, ils sont dans leur camp. C'est possible. Et des gens comme ça ne peuvent pas réunir les gens. Ils ne créent pas l'unanimité. Et par conséquent, même s'il y aura dialogue, ça ne sera pas avec la 5. Avec qui? Écoutez d'ailleurs, ce dialogue dont il est question, ça sera un dialogue pour résoudre une crise politique en 2028. Pas maintenant parce qu'il n'y a pas de crise politique, sinon ça serait légitimer les revendications fortes de l'opposition. Il y aura crise politique. Oui, je suis en train de présager une crise politique. Comment ça? Mais parce qu'il ne faut pas quitter le pouvoir. Quelle crise? Non, la Constitution l'impose de partir. Mais il ne partira pas. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y aura pas de moyen d'organiser les élections. Ah non. Et là, il y aura une crise politique. Et par conséquent, là, nous aurons maintenant un dialogue. Là, c'est un plan que vous avez. Parce que ce n'est pas un plan. Non, ce n'est pas un plan. Je suis en train de réfléchir en homme libre. Monsieur Dan, vous savez combien de milliards cette guerre nous a pris? Et juste pour remplacer Tshisekedi, on va dépenser plus d'1 milliard. Plus d'1 milliard juste pour remplacer Tshisekedi. C'est comme ça que moi j'ai dit. Illégal. Et voilà la raison maintenant des dialogues. C'est là que maintenant nous allons dialoguer parce que cette fois-là, il y aura une crise politique. C'est là que maintenant il y aura un dialogue et moi je propose dans un grand format comme celui de la Conférence nationale souveraine. Saint-Sylvestre bis. Non, il n'y aura pas de Saint-Sylvestre. La 5 fera partie des parties prenantes à cette crise politique-là. Donc la crise, c'est pas maintenant. La crise, ça sera en 2028 parce qu'il n'y aura pas élection. Et là, les Congolais, gardez cette émission, il n'y aura pas élection. Il y aura cette fois-là crise politique. Et là, il y aura de bonnes raisons pour que les politiques se mettent ensemble, discuter et trouver comment organiser ces temps de transition. Merci. Vous avez quand même pris beaucoup de temps. Bon, je vais donner le même nombre de minutes à votre co-débatteur pour garder l'équilibre. Et après, nous allons conclure. Parce qu'on a fait déjà presque 1 heure, un peu plus. Monsieur Badjoko, c'est votre dernier tour de table. Vous parlez, je donnerai aussi quelques minutes pour conclure. Vous allez aussi conclure. C'est justement cette affaire de la 5O. On se demande qu'est-ce qui se passe au niveau de l'ECD. On se demande qu'est-ce qui se passe au niveau de l'AMUCA.
Un matin, on fait un discours avec Kabila. 3 jours après, on lui demande de quitter Goma. On se pose la question si il y a toujours constance politique. On se pose cette question-là. Deuxièmement, quand vous appelez le camp de la patrie, quel est le camp qui s'oppose au camp de la patrie? Et enfin, pourquoi vous accrochez tant à l'initiative Cinco SSI? Quelles sont les garanties que vous avez au niveau de votre famille politique qui prouvent réellement que sans la mise en œuvre de l'SSC Cinco, de le plan, il n'y aura pas de solution? Quelles sont les garanties que vous avez? Partagez ça à notre public qui sera aussi édifié par rapport à votre soutien de cette initiative. Voilà. Mon co-débatteur, Kalala, dit que l'accord de la Saint-Sylvestre a été fait parce qu'il y avait crise politique. Non. Je veux lui rappeler que tout a commencé avec Kodjo en 2015. Et à cette époque, Kabila avait encore toute sa légitimité pour être légitimité. Bon, si on peut parler encore de ça, parce qu'il y a eu aussi des problèmes dans les questions électorales. Il avait eu encore là, et lui, il disait la même chose, qu'il n'avait pas effectivement crise politique, qu'il n'avait aucune crise. Mais en 2015, il y a eu le dialogue de Kodjo. Donc, il n'avait pas encore, entre guillemets, des crises à cet instant-là. Et lorsqu'on a conclu l'accord de la Saint-Sylvestre, il n'y avait toujours pas de crise, parce que le mandat n'était pas encore arrivé, n'était pas encore échu, donc il n'avait pas encore fait 5 ans, donc normalement il n'avait pas de raison de faire. Vous comprenez? C'est ça la différence entre eux et nous, parce que nous, même si nous n'avons pas les liens de pouvoir, nous savons prévoir, nous savons anticiper, et nous savons voir l'avenir pour dire que là où nous dirigeons, il y a effectivement des problèmes. Je vais vraiment me rappeler à mon ami Kalala la résolution 2775, pour laquelle il s'est battu pendant des mois, des semaines. Voilà, il y a la résolution Intel. Est-ce que la résolution 2775 a apporté des fruits? 73, pardon. Mais parce qu'avant ça, il y avait la résolution 2765, dont on a peu parlé, mais qui reprenait quasiment tout ce qui vient d'être écrit dans cet accord, tout ce qui a été écrit dans l'accord dans la résolution 2773. Donc, il ne faut pas d'abord déjà crier victoire et vendre la peau de l'ours avant de l'avoir eu. Nous disons et nous rappelons, il dit que je suis parti dans tous les sens, qu'il n'y avait pas de crise dans notre pays. Effectivement, il y avait des crises. Je vous ai démontré qu'il y avait effectivement des crises dans tous les secteurs de la vie politique. Je vais vous rajouter encore les simulacres d'élections de 2023. La loi, l'article 49 de la loi électorale était très clair en disant que l'élection, c'est de 7h à 17h. Combien de jours nous avons fait des élections? Nous avons fait des élections pendant 7 jours. C'est un praticien du droit. C'est un praticien du droit. La CENI a indiqué qu'il y avait des gens qui avaient des machines à voter. Elle a annulé les suffrages. Oui, il y a eu des recours, il n'y a pas de problème. Et la CENI a annulé les suffrages de 132 personnes, si je ne m'abuse. Et il semblerait qu'elle avait encore des ressources pour 500 autres personnes, mais qu'elle a évité de le rendre public, sinon ça serait un imbroglio total. Dans ces conditions je me rappelle, M. Kalala était dans la rue. Il a brûlé des pneus, M. Kalala. Il a invectivé la CENI, M. Kalala. Parce que, mais oui, il a brûlé des pneus. Oh là, non, M. Kalala, soyons sérieux. Les images existent. Vous êtes sorti dans la rue, vous avez brûlé des pneus contre les questions électorales. Parce que brûlaient des pneus à côté de moi et c'est moi j'ai touché un pneu, moi j'ai brûlé. Vous étiez là à brûler des pneus et à vous plaindre que les élections ont été sabordées, qu'on a volé des élections, qu'on a volé des élections à son parti politique. Comment aujourd'hui il peut dire qu'il n'y a pas de crise politique alors que c'est un acteur de la plainte de la crise politique? C'est extrêmement grave. Il a fait plus que se plaindre, il a brûlé des pneus sur la chaussée. Heureusement pour lui, il était dans l'Union sacrée, on l'a pas interpellé. Ça aurait été moi, je serais certainement mis en prison. Donc il y a les crises, et la crise, elle est multidimensionnelle, multiforme, et il faut résoudre toutes ces crises. Il dit effectivement... Et qu'est-ce dire des États-Unis où les militants de Trump ont envahi même le Capitole? S'il vous plaît. Est-ce que vous avez vu Trump continuer? Non, il y a crise politique.
politique, la crise politique. Ce sont des petits incidents après les élections. Voilà. C'est pas ça la crise politique. Ce sont des petits incidents. C'est pas ça la crise politique. Parce que ça pose les lits de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La crise politique est au niveau institutionnel, mon frère ami. C'est pas ça qui va embraser une crise politique. Non, c'est au niveau des institutions. Vous êtes plein qu'on vous a volé des députés parce que vous auriez dû être député, vous et vos membres du parti politique. Ça crée une crise parce que si vous avez raison que vous devez être à l'Assemblée nationale aujourd'hui, ça veut dire que cette Assemblée est illégitime parce qu'elle recèle des voleurs qui vous ont volé votre victoire à vous. On est bien d'accord. Il faut pas... Non, monsieur, mon ami Kalala. Donc, vous dites encore que Katumbi est parti de son propre gré. Vous dites que Kabila est parti de son propre gré sans informer la République. Mais l'exil ne se constate pas lorsqu'on parle. L'exil se constate lorsqu'on est empêché de revenir. Pourquoi vous ne donnez pas à Katumbi son passeport? Donnez-lui son passeport pour qu'il puisse revenir. Ça fait des années qu'il demande un passeport et vous refusez de le donner avec tous ses compères. Donc, qui oserait empêcher Fayulu d'avoir un passeport? Donc voilà, il y a des problèmes qu'il faut effectivement résoudre. Voilà, maintenant on va... C'est de la contradiction malheureusement. Mais non, c'est pas de la contradiction. Mais si vous osez... Fayulu, on vous rappelle aujourd'hui qu'il n'y a pas le... Il va faire quoi si on le pose de Mais l'ANER sera inondée avec nos partisans, avec nos sympathisants, avec la population congolaise, parce qu'elle ne va jamais accepter. Peut-être que les autres ont cette difficulté de mobilisation, d'ancrage dans le peuple que nous avons. Mais nous sommes le premier parti de cette République, très cher Dad. Ah bon? Mais oui, nous sommes le premier parti de cette République. Il n'y a pas à discuter, sur cette question. Pas dans l'opposition? Il n'y a pas à discuter. Nous sommes le premier parti de cette République. Premier parti? Mais le premier. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on se mette au stade et qu'on appelle des militants sans leur donner un franc? Sous base de quoi? Qu'on appelle des militants sans un franc et on voit la population adhère, quand la population adhère au discours de qui? Ça, c'est pas ça la question. Donc voilà, il y a des gens qui sont en exil aujourd'hui, qui sont bloqués, qui sont empêchés de revenir dans la République. Et il faut trouver des solutions. Et on a énormément dans cette situation. Maintenant là, vous me parlez du camp de la patrie qui serait opposé forcément à un camp. L'article 63 de la Constitution le dit très clairement. Tout Congolais a le devoir de protéger, de défendre la République. Mais aujourd'hui, on a des compatriotes qui ne sont pas avec nous. On a Nanga qui n'est pas avec nous. On a Nanga qui, aujourd'hui, est en train de faire la tête de gondole de l'agression rwandaise. Est-ce que vous acceptez ça? Mais vous vous contredisez, M. Badjogo. Excusez-moi de vous dire ça, parce que vous aviez été ceux qui pointaient le président et son régime ou son administration aujourd'hui d'être à la base de la résolution du M23. Oui. Vous avez été ceux-là qui ont fustigé le fait qu'il a invité les M23 à Kinshasa et ça a capoté par la suite. Oui. Vous avez fustigé aussi le fait qu'il a invité Kagame à Kinshasa et que leur amitié n'était pas finie. Oui. L'amitié entre le président Tshisekedi et le président Kagame était toujours en cours. Oui. Mais comment vous allez vous allier à celui que vous accusez d'être à la base de cette situation pour dire nous créons un camp de la patrie? Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Mais voilà, parce que vous faites vous-même. Vous êtes habitué avec des gens qui mettent leur intérêt partisan et personnel pour faire des camps, des groupuscules politiques et puis pour répondre. Nous avons dit qu'effectivement, que M. Tshisekedi avait des problèmes. Que si nous étions dans cette situation, M. Tshisekedi avait sa part de responsabilité. Mais nous avons dit aussi, nous l'avons appelé. Martin Fayulu a demandé je vais commencer par Kabila de quitter Goma. Martin Fayulu a appelé Nanga d'arrêter d'être le suppôt du Rwanda, la tête de gondole d'une agression. Et Martin Fayulu a rappelé à M. Tshisekedi qu'il ne doit pas être celui par lequel la balkanisation, du moins leur génération, ne doit pas être celle par laquelle la balkanisation de la République arrivait. Et ils se sont rencontrés. Donc, si hier, Félix Tshisekedi était dans ses dispositions, eh bien, lors de la rencontre, il nous a prouvé qu'il se positionnait dans une autre démarche aujourd'hui et qu'il allait, je rappelle ici, à accueillir les évêques de la SENCO, les recevoir pour que nous puissions relancer le processus de Kinshasa. Nous lui accordons les bénéfices du doute, nous lui disons et lui rappelons sa parole et son engagement à le faire et nous espérons qu'il le fera. Si d'aventure demain, il se remet, il retombe dans ses vieux démons, nous allons dire la même chose. Nous n'allons pas nous dédire. Nous sommes constants avec nous-mêmes. En 2019, lorsque nous avons appelé tous les acteurs politiques, à l'époque, Nanga n'était pas un acteur majeur à la crise, nous avons dit Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu de la société civile, pour discuter de cette question. Pourquoi vous ne nous avez pas reproché? Alors à l'époque, nous avons quoi? Nous avions eu 5 millions de dollars. Qu'est-ce que nous avions eu? Nous étions en contradiction avec qui? Nous sommes
constant avec ce que nous disons. Nous l'avions dit depuis 2019 et nous voulons que ça se matérialise. C'est pourquoi nous avons... C'est pourquoi... Mais comment ça? Vous donnez à Kalala plus de temps que ce que nous avons. Donc, nous disons qu'il est fondamental. Aujourd'hui, ne vous y trompez pas. La crise que traverse notre pays, il y a des acteurs. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que vous allez résoudre la crise sans M. Tshisekedi. Vous ne pouvez pas dire que vous allez résoudre la crise aujourd'hui sans M. Kabila. Vous n'allez pas dire que vous allez résoudre la crise aujourd'hui sans Nanga. C'est illusoire. C'est illusoire. Ils disent quoi? Ils vont se retirer parce que l'accord de Washington impose leur retrait. Mais la résolution 2773 disait quoi? La résolution 2773 disait quoi? À moins ça, la résolution 2765 disait quoi? Est-ce qu'on a eu des solutions? Est-ce qu'on a eu des solutions? On n'a pas eu de solution. Maintenant, ce que nous disons, c'est que nous avons une brèche avec l'initiative de la SENCO et de l'ECC à travers le processus de Kinshasa. Pourquoi est-ce que nous nous attelons? Parce qu'en 2016, Kalala est d'accord avec moi, ils nous ont permis de résoudre une crise et de la désamorcer. Nous disons que nous pouvons leur faire confiance. Ils ont démontré au cours de l'histoire qu'ils étaient toujours au milieu du village, c'est-à-dire aux côtés du peuple qui est martyrisé, et nous leur faisons confiance. Et c'est les seuls qui ont eu l'initiative de proposer. Est-ce que vous avez déjà lu le pacte social pour la paix et le bien-être? Vous l'avez lu? Est-ce que Kalala l'a lu? Je suis certain qu'il ne l'a pas lu, parce qu'il ne comprend pas. Il dit, les effets, parce que un ancien rebelle a dit qu'ils ont voulu attenter à la vie de quelqu'un. C'est extrêmement grave. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de suivre cette émission. On va clore. On a pris plus de temps que prévu. Voilà, on va clore rapidement. Monsieur Trésor Kalala, comment voyez-vous l'avenir, surtout au regard de ce qui se présente sous le tableau? Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez ces initiatives qui sont, selon vous, muées en accord de Washington? Vous voyez bien la République démocratique du Congo se tirer d'affaire après la signature de cet accord? Est-ce que vous avez la ferme conviction et quelles sont les garanties que vous pouvez annoncer aux Congolais? Je suis optimiste. Je suis optimiste. Mais vous n'êtes pas confiant, vous n'êtes pas convaincu, vous restez optimiste. Je suis optimiste et vigilant. Ok? Je suis optimiste. Je crois que ça va aboutir enfin pour cette fois-ci. Mais de l'autre côté, je demeure vigilant et ma vigilance me pousse à atteindre la concrétisation, à vivre la concrétisation de ce qui est en train de se passer. Maintenant, ici, comme je suis en train de le dire, quand vous entendez Essidé parler, vous entendez dans ses dires le souhait que ce qui se passe à l'est de la République ne finisse pas. Ah bon? Que oui, vous sentez d'avoir un pessimisme extrême et au-delà de ça, le souhait que ce qui se passe à l'Est ne finisse pas. Pourquoi? Parce qu'eux continuent à trouver des alibis d'arracher ce soi-disant dialogue et cracher sur Tshisekedi. Ils parlent de comment on va résoudre sans Kabila, sans Nanga. Mais ces gens-là, c'est les Rwandais, papa. Quand on parle déjà avec la source, mais la suite est connue. La source de ce qui se passe là-bas, c'est Kagame. C'est Kagame. Quand on coupe la tête de Kagame, tout ça là, c'est le tronc, ça va pourrir. C'est ce qu'on ne comprend pas. Donc, la crise sécuritaire en République démocratique du Congo est en train d'être promue par Kagame. C'est Kagame la tête. Et à Washington, on est en train de couper la tête de Kagame. Le reste là, c'est le tronc. Qui finance Nanga? Nanga va trouver où l'argent d'acheter les armes? Qui les finance? Vous connaissez combien coûte une balle? Combien coûte une arme? Tenue militaire, il faut former les gens. Il faut les équiper, il faut les payer, il faut les nourrir. D'où est-ce que Nanga trouve ça? C'est Kagame qui est en train d'alimenter l'insécurité. Une fois que la tête de Kagame est coupée à Washington, eh bien, il n'y aura plus de crise sécuritaire. Là, nous allons maintenant prendre l'argent et développer maintenant notre pays, développer notre armée pour que prochainement, qu'on ne vienne plus nous insécuriser. Donc ici, il ne faut pas aller par des faux fuyants. Non, il faut Nanga, il faut Kabila, il faut ceci, il faut cela. Non, ici, c'est Kagame. Et à Washington, Kagame sera mis à terre. Et une fois que Kagame, la tête est coupée, le reste là, ça va pourrir. Ça va pourrir. Mais il est dedans, mais il est allié de Kabila. Ils se sont vus, je crois, en Namibie, si je ne m'abuse. Ce sont des alliés. Il est allié à Kabila. Et ça forme un corps. Et la Senko aussi, ce sont des alliés. La Senko, Kabila, Katumbi, Kagame, Nanga, ça forme un corps. Tous ces gens-là tiennent de Kagame. Tous ces gens tiennent de Kagame. Alors, ramener ici une crise
politique imaginaire. Pourquoi on ne poursuit pas la Senko? Pourquoi on ne les poursuit pas? Non, mais écoutez, c'est une question de temps. Vous étiez en train de dire ça sur Kabila. Tshisekedi avait dit depuis l'année passée que c'est lui qui active, ok, les guerres là-bas, l'AFC, lui ne veut pas, en fait, le dialogue, il veut l'insurrection. Mais Tshisekedi l'avait dit, vous aviez dit, sinon il fallait aller en justice. Il a mal parlé, comment un président? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit sur le terrain? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Martin s'est prononcé sur ça. Vous comprenez? Donc, c'est une question de temps. Aujourd'hui, les poursuites sont engagées contre qui? Contre Kabila. Donc, la Senko aussi, c'est une question de temps. Ces gens-là sont en connivence avec Kagame, qui a même financé, c'est lui qui finance même leur projet là des phares qui se prend avec partout, cohésion nationale et tout consort. C'est Kagame qui a financé ça. Et il y a des gens qui veulent s'en approprier cette paternité. Écoutez, les géniteurs, le promoteur de la cohésion nationale, c'est Félix Tshisekedi. Dès son premier jour de prestation de serment, le 24 janvier 2019 au Palais de la Nation, dans son discours de prestation de serment, il avait tendu sa main à toute la classe politique. Merci. Et à l'époque, lui, Fayou a dit que cette main était sale et que Tshisekedi était un patin et que c'est placebo et que c'est Kabila même qui dirigeait. Ils doivent nous dire aujourd'hui, quand est-ce que Kabila a cessé de diriger et Tshisekedi a pris les relais? Parce qu'à l'époque, c'était Kabila qui dirigeait. Quand Tshisekedi a convoqué les consultations, en 2020, lorsqu'ils auront l'accord FCC-Cash, il a tendu sa main à toute la classe politique. C'est là que les gens sont venus, les Moïse Katumbi sont venus et tout et consorts. Après, ils se sont retirés. Mais pas plus tard qu'au mois de janvier. Le président a encore convoqué toute la classe politique de tous bords, en vue même de mettre en place un gouvernement d'union nationale. Vous comprenez? Alors, quand Fayou se réveille en retard, il n'est jamais tard pour faire le bien. Il est venu, c'est un enfant égaré, un enfant prodigue qui s'était perdu. Aujourd'hui, il est revenu à la maison. On l'accueille, mais qu'il soit humble quand il est de la maison. Merci beaucoup. Qu'il soit humble, qu'il soit là, et puis bon, il y aura un gouvernement d'union nationale, il aura ce qu'il aura, et puis voilà, on va continuer. Évidemment, Yves se frotte les mains parce qu'il sera dans le gouvernement, enfin, il sera dans un cabinet d'un ministre. Ils vont manger aussi. Effectivement, ils vont entrer dans le gouvernement, là, c'est pas un débat, ils vont entrer dans le gouvernement. Donc, ici, l'avenir du Congo est meilleur, comme Lumumba était en train de dire. Moi, je suis en train de voir l'avenir du Congo rose. La guerre va finir, nous allons développer le pays, nous aurons une armée forte, je demeure optimiste. Que les opposants cessent de souhaiter envoyer des ondes négatives. Ça ne marche pas. Non, ça ne marchera pas. Tshisekedi, fils de la promesse, comme on dit. Tshisekedi amènera ces pays à bon port et j'ai fini complètement. C'est le Moïse pour Mais c'est lui qui est venu, qui est en train d'arracher le pays entre les mains du Rwanda. Le Rwanda a dirigé ces pays durant 23 ans. C'est comme les enfants depuis Afdel. En Égypte. Effectivement. On était sous l'esclavage. Et effectivement, les Rwandais a dirigé ces pays durant 23 ans. Ils nous ont infiltrés partout, dans toutes les institutions, et même au sein de la population. Alors Tshisekedi est celui, pour cette génération, qui est en train d'arracher le Congo entre le mains du Rwanda. Mais malheureusement, il y a encore des Congolais qui sont du côté du Rwanda pour faire de sorte que le Congo ne soit pas arraché. Notamment les prêtres de la Senko, le Kabila, les Nanga et les autres. Et moi, je ne veux pas faire partie de ces gens-là. C'est comme ça en 2028. Aussi longtemps que la guerre n'a pas fini, aussi longtemps qu'on n'a pas pacifié le pays, Tshisekedi ne quitte pas le pouvoir. Et à ce temps-là, nous aurons maintenant un dialogue pour résoudre cette crise politique afin de voir comment on va gérer la transition. Merci beaucoup. Transition avec Tshisekedi ou sans Tshisekedi, là on le saura. Alors, Monsieur Yves Badjoko, la question que je vais poser sur la Senko et CC, parce que vous, c'est ça, c'est les derniers remparts. Si on ne va pas, si on ne reçoit pas les évêques et les pasteurs, on ne les reçoit pas. Le président dit, j'ai pas confiance, je doute. D'ailleurs, je conseille au président de la République de ne pas le recevoir. Il ne faut pas le recevoir. Ils veulent sa mort. Eux et Kagame font un. C'est un corps. C'est quand même fort ce que vous dites, hein? Mais on va y revenir. Oh, mais alors, Kagame leur a financé Fulgence Mouteba. C'est bon. L'a avoué. C'est bon, c'est bon. Il l'a avoué alors. Il n'y a plus secret. Alors, Monsieur Trésor, Monsieur Yves Badjoko, qu'est-ce que vous, s'il n'y a pas ça, le pacte social n'est pas mis en œuvre ou conclu, qu'est-ce qui pourra advenir? Merci. D'abord, vous entendez Kalala. Kalala vous dit déjà qu'en 2028... 4 minutes, puis on clôt. Vous entendez il vous dit qu'il n'y aura pas élection. Nous sommes en 2025. Hein. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait
Ou alors, qu'est-ce qu'il met en œuvre pour qu'en 2028, il n'y ait pas... J'ai une vision d'onde. Oh là là. J'ai une vision d'onde. S'il vous plaît, moi, je suis calme lorsque vous vous exprimez. Un politique, c'est celui qui anticipe. Lorsque vous vous exprimez, moi, je suis calme. Je suis extrêmement calme. Donc, vous entendez, donc, il dit que M. Tshisekedi met tout en œuvre pour qu'en 2028, il n'y ait pas élection. Non, je n'ai pas dit qu'il met tout en œuvre. Non, mais vous avez l'habitude de me... Le dernier débat que j'ai effectué, c'était avec lui. Il n'a cessé de me mettre le mot dans la bouche, tordre mes propos. Moi, j'ai dit que Tshisekedi s'arrange pour ne pas réaliser. J'ai analysé, j'estime qu'avec tout ce qui se passe, je suis en train de voir qu'il n'y aura pas assez de moyens pour organiser les élections. Donc, ce que Kalala dit, c'est que Tshisekedi étant tellement incompétent, il n'aura pas la capacité de mettre tout notre œuvre pour... pas développer les paroles d'autrui. C'est ça le problème. Mais pourquoi il n'y aurait pas élection? Je suis en face de vous. Pourquoi en 2028 il n'y aurait pas élection? Nous avons déboursé assez de moyens pour la guerre. Mais pourquoi il n'y aurait pas élection en 2028? C'est une obligation constitutionnelle. Il n'y aura pas d'argent. Aujourd'hui, on dépense 18 milliards de dollars pour faire la guerre. C'est ça que M. Kalala me dit. Non, monsieur. Monsieur Kalala. C'est pourquoi nous, en tant que bons patriotes, nous avons dit qu'il faut aller aux discussions. Mais parler de quoi dans les discussions? Nous allons parler de la question de l'intégrité territoriale. Il faut parler de la question de l'intégrité territoriale. Vous savez, aujourd'hui, nous avons tous nos yeux braqués sur ce qui se passe à Goma et au Nord Kivu et au Sud Kivu. Non, moi, je ne parle pas d'autre chose. Je parle d'ici. Mais qu'est-ce qui se passe en Ituri aujourd'hui? L'armée ougandaise occupe notre pays. Mais ça, Kalala, il ne sait pas. Ça, Kalala, demain, si d'aventure, nous arrêtons à signer des accords avec le Rwanda. Mais demain, l'Ouganda prendra l'Ituri, prendra toute l'ancienne orientale et dira: ah, moi aussi je veux ma part du gâteau. Moi aussi, il faut qu'on signe pour que j'ai des usines de raffinage d'or, pour que j'ai des usines dans mon pays, pour raffiner le coltan, etc. Et là, nous n'aurons pas résolu le problème. Il dit ici, on coupe la tête à Kagame, tout le reste tombe. Bakodeko, Zaïre, tous ces groupes armés, qu'est-ce qu'on en fait? Mais seront cantonnés. C'est ça Nairobi, non? S'il vous plaît. C'est ça Nairobi. C'est ça Nairobi. Laissez-moi m'exprimer. Je te relance seulement. C'est ça Nairobi. Laissez-moi m'exprimer. Et tout. C'est Nairobi. Qui parle pour eux là-bas? Qu'est-ce qui parle pour eux là-bas à Washington? Ils vont dire voilà, parce que Kagame il est beau, il a parlé et nous on accepte. Et depuis tout ce temps, il faut... Non, soyons sérieux. Nous disons qu'il y a effectivement des problèmes. Donc il faut parler de la question de l'intégrité territoriale. Vous venez ici en introduction de parler des détournements en disant que M. Kazadi, c'était le meilleur, le champion qui avait fait des miracles. Mais les autres, vos compères, vous l'accusent d'avoir détourné de l'argent, l'accusent d'avoir bouffé de l'argent dans les fourrages, dans les lampadaires. On ne peut pas se réveiller un matin et avoir une clameur publique sur les détournements publics. Nous allons parler de la gouvernance intègre. Ça, c'est le deuxième sujet qu'il faut parler dans les cadres de processus de Kinshasa. Nous n'allons pas nous arrêter là. Comment vous expliquez aujourd'hui qu'un ministre de la Justice soit poussé à la démission pour des malversations? C'est quand même étrange. Nous allons parler de la question de la justice. Nous allons parler des questions d'alibi. Mais s'il vous plaît. Mais je vous rends dans les détails et je vous donne de la matière. Nous ne cherchons pas, nous disons ce sont des trous ouverts béants. Est-ce que vous savez que depuis 6 mois, j'ai mon camarade Jirez Manzaza qui croupit à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire parce que tué par un policier pour le simple fait de partager des opinions politiques avec Martin Fayulu. Est-ce que ça c'est normal? Donc nous allons parler de la question des droits humains. Il y a 7 millions de Congolais qui sont déplacés internes dans notre République. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Vous, les gens de l'Union sacrée, vous venez à la télé pour nous dire qu'aujourd'hui qu'il y a un problème de la gestion des sinistrés de Kinshasa parce que l'argent aurait été bouffé. Les droits humains, est-ce que vous les mettez? On ne va pas s'arrêter là. Ce n'est pas que ça. Mais proposer, c'est quoi? On va appliquer, c'est plus simple. Nous qui est aussi opposant, il a eu à proposer, notamment pour les institutions de droit. On a appliqué et aujourd'hui il y a eu des solutions. Proposez aussi. C'est mon temps de parole. Donc voilà, il faut parler des questions électorales. Il faut parler des réformes institutionnelles. Regardez ce qui se passe à la Cour constitutionnelle aujourd'hui. C'est normal. La Cour constitutionnelle fonctionne de manière bizarre. Et là, on doit rester normal. Il faut faire des réformes institutionnelles. Et pour finir, pour que demain, vous ne reveniez plus dans la rue, brûlant de pneus, indisposant les passagers, troublant l'ordre public, il faut parler des questions électorales. Il faut préparer 2028. 2028 se prépare à partir de maintenant. Il faut voir qu'est-ce qui se passe à la CENI. On ne va pas accepter demain un autre cas d'IMA qui va sortir. Et c'est tout ça la crise politique. C'est ça la crise multiforme. Vous avez des propositions. Mais si vous avez déjà un cahier des charges. C'est mon temps de parole. Mais tu ne finis pas. Laissez-moi finir, c'est mon temps de parole. Écoutez, vous m'interrompez. Arrêtez de m'interrompre. Mais s'il vous plaît. Documentez. S'il vous plaît. Le président reste ouvert pour opposer si c'est bon, on va, cher ami.
Laissez-moi mon temps de parole. Tu sais combien ça va coûter un dialogue? Nous avons dit... Tu sais combien ça va coûter un dialogue? Ce sont des millions, mon frère. Moins que ce que vous volez tous les jours. Moins que ce que vous volez tous les jours. Donc, nous disons de l'argent à la République. Mais laissez-moi finir, s'il vous plaît. C'est mon temps de parole. Déjà. Vous avez dit que vous voulez un débat élégant. Laissez-moi finir. Voilà. Nous disons, pourquoi nous accrochons pas? Nous avons partagé ce que le pacte social pour la paix et bien vivre ensemble de la région des Grands Lacs propose, parce qu'effectivement, elle s'inscrit dans ce que nous avons pensé pour la République, et parce qu'effectivement, elle propose un modèle pour sortir définitivement autant de la crise interne que des crises externes avec le Rwanda et tous les autres pays. Sortie, en fait, une sortie de crise. Pour eux, sortir de crise, il faut que Tshisekedi parte avant 2028. C'est inconcevable ça. Et voilà, c'est ça les lobbying qu'ils sont en train de mener partout dans les Grands Lacs. Ils voient Kagame, Museveni et consorts.